Bonjour, alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Vanessa Allais et on va discuter de comment accompagner les proches victimes de violences sexuelles. Donc, bonjour Vanessa, merci d'avoir accepté mon invitation. Vanessa Allais est hypnothérapeute, victimologue, elle est formatrice spécialisée en violences sexuelles et elle est également animatrice en groupe de parole en addictologie. Donc, aujourd'hui, voilà, on va parler Absolument. de comment accompagner les proches parce que c'est une mission assez complexe. Et pour la famille, également pour les conjoints, les conjointes, et quels conseils on peut donner parce qu'on se retrouve parfois perdu. Donc, Vanessa, tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les proches sont en réalité des victimes secondaires de ces violences? Ou on peut dire collatérales Tout à peut-être. fait. Oui, absolument. Déjà, bonjour Julia et merci beaucoup pour l'interview parce qu'effectivement, le sujet est très percutant et très intéressant. Alors, déjà, pour la première question, qu'est-ce que c'est une victime? Comment peut-on se définir victime? Une victime, c'est une personne qui a subi des dommages en rapport avec un texte de loi ou alors un règlement, par exemple un règlement intérieur à l'école. Les victimes de violences sexuelles, on retrouve dans ces textes de loi, dans le code pénal, et c'est là, à ce moment-là, où on peut dire j'ai été victime de violences sexuelles. Effectivement, donc tu as raison, parlons des proches. Les proches peuvent être également aussi des victimes indirectes. Mm. Pourquoi? Elles n'ont pas subi l'agression, mais elles vont avoir une répercussion par rapport à la tristesse de la victime, de la souffrance, des traumas que la victime des violences sexuelles a subis. Donc, indirectement, elles vont être aussi victimes. D'accord. Donc, le sujet est intéressant. Donc en fait, c'est vrai qu'en cabinet, on retrouve aussi hein, des proches de victimes également. Hein. Mm. Tout à fait. Tout à fait. Qui ne Est-ce- savent pas trop comment les accompagner. Tout à fait. On parle beaucoup de stress post-traumatique aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a 20 Oui. ans. Est-ce que les proches Mhm. peuvent être, elles aussi, victimes de stress post-traumatique quand un de leurs proches a été abusé ou... Alors, le trouble de stress post-traumatique, c'est dû en fait à un danger. On a peur pour notre propre vie. Par exemple, les soldats qui partent sur les champs de bataille ont peur pour leur vie. Donc, quand ils reviennent à la maison, eux sont en trouble de stress post-traumatique puisque vraiment, il y a eu une atteinte dans leur vie. Ils ont eu peur tout simplement de mourir. Les victimes de violences sexuelles, au moment de l'agression, elles sont en sidération et elles ont ce choc tellement brutal qu'elles ont peur pour leur vie. Néanmoins, les proches des victimes de violences sexuelles n'ont pas subi l'agression. Donc, elles ne sont pas victimes de troubles de stress post-traumatique. D'accord. Merci beaucoup pour ta réponse. On parle aussi beaucoup de transgénérationnel. Est-ce que tu as pu, Oui, toi, remarquer dans ta absolument. pratique le constat que les proches et parfois notamment hein, dans les parents, il y a eu cette reproduction de schémas qui se retrouvent où il y a des violences sexuelles et puis ça se reproduit sur les enfants. Est-ce que tu as pu remarquer, constater parfois ça? Tout à fait. Alors moi, ce que j'encourage notamment en cabinet, c'est de recréer l'arbre généalogique. On ne va pas aller très très loin, on peut aller jusqu'à la grand-mère ou les arrière-grands-parents, déjà pour savoir, pour mener notre propre enquête, pour voir si nos grands-parents ou le grand-oncle a été victime de violences. Ce qui est intéressant, c'est de savoir également le contexte. Est-ce que tonton Henri a été victime d'agression au cours d'une colonie, au cours d'une guerre, justement pour casser ce schéma de violence. Plus on a des indices, plus on a des détails sur nos grands-parents, arrière-grands-parents, et là, on sera à même de voir par rapport à notre propre vie, en fait. Donc, effectivement, D'accord. c'est très important de savoir tout ce qui est passé en transgénérationnel. Mm. Notamment, un petit mot, je voudrais dire par rapport aux victimes d'inceste. Les victimes d'inceste, c'est tout simplement les parents qui n'ont pas protégé leurs propres enfants et en plus qui ont agressé leurs enfants devenus adultes, n'ont pas eu les clés de la protection de l'enfance.
eux-mêmes, quand ils vont être parents, le schéma peut se répéter s'il n'y a pas eu un travail thérapeutique fait, puisque on voit très souvent les victimes d'inceste amener les enfants chez le grand-père, maintenant le père qui est devenu grand-père incestueux, d'accord? Et donc le schéma de violence va se reproduire chez les petits-enfants. C'est pour ça que le travail de transgénérationnel est très important et d'aller, si possible, en thérapie. Oui, ouais, la thérapie, elle permet finalement, dans nos pratiques, on va effectivement casser travailler le lien transgénérationnel qui est parfois même inconscient, mais enfin voilà, qui se reproduit et qui fait énormément souffrir. Effectivement. Absolument. Et on donne des clés pour la. Pardon, Julia? Oui, je disais, j'ai oublié de te poser une question importante. Est-ce que tu peux nous donner les chiffres de nombre de victimes ou un quota aujourd'hui? Combien on estime, par exemple, sur 10 personnes, combien il y a de victimes? Pour l'inceste, c'est un enfant victime d'inceste sur 10, c'est-à-dire que dans une classe par exemple, de 30 élèves, il y aura en moyenne, bien sûr, 3 enfants victimes d'inceste dans une classe de 30 enfants. Donc, les chiffres sont énormes, en sachant que les victimes ne parlent pas, parlent très peu. Oui, justement, c'est ma prochaine question. Il y a beaucoup de victimes, alors soit des enfants à qui on empêche de parler par la menace, par tout plein de choses qui font qu'ils sont bloqués, soit même en grandissant, des fois, par souci de protéger sa famille, même des adultes refusent d'en parler aux proches parce qu'il y a un souci de protection. Est-ce que vraiment on protège ses proches? Parce que c'est important, moi je l'entends fréquemment. Je n'en parle pas parce que je protège mes parents, mes frères, mes sœurs. Est-ce que vraiment ça protège, ce silence? Alors, dans un premier temps, je ne dirais pas qu'elles refusent de parler. Je pense que ce n'est pas qu'elles refusent de parler, c'est qu'elles savent, ces victimes, que leur parole ne va pas être entendue. En tous les cas, pour la plupart du temps. Que leur parole va être remise en question à chaque fois qu'on va douter de leur parole. C'est très compliqué de parler pour les victimes, puisqu'à chaque fois, leur discours va être questionné, remis en doute, remis vraiment en question. Donc, à un moment, elles vont se dire, si je parle, premièrement, qui va me croire? Deuxièmement, je vais être encore questionnée, donc le trauma, encore une fois, il va ressortir. Ça peut être confusionnant. Maintenant, quelque part, oui, ça peut être bien de parler, puisque quand on s'exprime, on sort le mal-être en nous. La parole, elle est quand même salvatrice. Donc, effectivement, si l'environnement est bienveillant, de dire j'ai été violée, j'ai été victime d'un entourage ou de quelqu'un. Encore une fois, si l'entourage est bienveillant, ça peut être salvateur de parler. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on a vu que dans la plupart des cas, le bourreau fait partie de la famille, des proches. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Si papa l'agresseur, je parle beaucoup au masculin parce que la plupart des agresseurs sont des hommes. Il y a également des femmes, mais la plupart, ce sont quand même des hommes. Ça peut être papa, ça peut être tonton, le prof de maths, le prof d'équitation. La plupart, ce sont des hommes. OK. Donc, quand ces personnes agresseurs sont dans l'entourage, qu'est-ce que la personne peut faire? C'est très compliqué pour elle parce que, premièrement, on va remettre en cause ce qu'elle dit. Deuxièmement, s'il est dans l'entourage, est-ce qu'on est prêt à casser la famille ou casser un clan, puisque tu imagines bien que ça va créer des scandales. Là, c'est la raison pour laquelle la plupart des victimes se disent de toute façon, je ne vais pas être crue, je ne vais pas être entendue et je vais briser la famille. Encore une fois, c'est l'inverse de la culpabilité, puisque c'est au bourreau, c'est à l'agresseur d'être coupable. Mais là, d'où la stratégie de l'agresseur. C'est très compliqué. Il y a même dans des communautés, voire religieuses, si une femme, par exemple, est violée, elle n'est plus épousable. Oui. Alors, comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Si je dis j'ai été victime d'un viol, d'accord, mais que finalement, pour ma communauté, je ne peux plus me marier,
Finalement, c'est une double peine. Oui. Donc, il y a beaucoup de victimes qui préfèrent se taire, non pas parce qu'elles sont bâillonnées, très bien, mais non pas parce qu'elles ne veulent pas parler, parce qu'il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de cause. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, notamment aux parents? Parce que pour les parents, bah, quand on apprend hein, que adulte ou enfant, mais peut-être encore plus enfant, mais enfin c'est toujours un chamboulement, quelque chose d'énorme d'apprendre qu'il arrivait ça et on ne sait pas toujours comment se positionner hein, avec un enfant. Est-ce que je dois le faire parler? Est-ce que je dois le laisser tranquille? Donc, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, aux parents qui malheureusement apprennent ou ont appris l'inceste ou le viol d'un enfant? Ou l'agression même. Numéro un, croire l'enfant. Avant toute chose, ça peut paraître bête, mais croire l'enfant, ne pas remettre en cause ce que l'enfant va dire. C'est-à-dire que l'enfant vient à vous et vous dit quelque chose, on le croit, on l'écoute. On le croit et on l'écoute. Également, l'emmener aux urgences. Il faut vérifier s'il y a des lésions, s'il y a des problèmes. Donc, aller aux urgences. S'entourer de thérapeutes qui ont été formés pour les victimes de violences sexuelles. Pourquoi pas également appeler le 119, tu sais, le numéro qu'ils ont mis en ligne, oui, l'État pour les enfants. S'entourer d'associations. Il y a également, vous pouvez aller sur Google et taper France Victime. France Victime, vous avez beaucoup d'associations dans toute la France où il y a des groupes de parole qui peuvent également aider. J'ai envie de dire, faire également de la préventive, c'est-à-dire aller sur YouTube et vous avez quelque chose d'assez mignon, ça s'appelle Mon corps, c'est mon corps. Et ce sont des adultes qui expliquent aux enfants où en fait les adultes peuvent toucher, sur quelle partie du corps les adultes peuvent toucher les enfants ou non. Et en cas, si une personne touche une partie du corps, il ne faut pas toucher, que faire dans ces cas-là? Donc, il y a des aides, il faut les savoir. Donc, le 119, France Victime, aller également voir un thérapeute qui a été formé au sujet des victimes de violences sexuelles. Merci Mais beaucoup. vraiment, croire l'enfant et bien sûr l'entourer d'amour et l'emmener aux urgences pour vérifier s'il y a des problèmes. D'accord. Alors concernant également la vie intime, ben, on peut constater, hein, notamment moi dans ma pratique en sexothérapie, en tout cas, je constate qu'effectivement, ça peut mener à des sexualités un petit peu compliquées, hein, soit à une aversion, un dégoût de la sexualité, soit de l'hypersexualité. Et les partenaires se retrouvent parfois un petit peu mal à l'aise parce qu'ils n'ont pas causé ce tort à la victime. Et ils se sentent parfois un petit peu perdus parce qu'ils ne sont pas celui qui a fait du mal. Donc, qu'est-ce que tu conseilles dans ces cas-là aux partenaires, que ce soit féminin, masculin, parce qu'il y a aussi des hommes qui ont été violés. Comment peut-on accompagner ces personnes-là dans leur intimité, dans leur couple, pour retrouver confiance et sérénité? Alors, c'est vrai, Juliette, tu as raison, dans la vie intime, c'est assez complexe, puisqu'on voit deux cas de figure. Hein. On voit une libido limite exacerbée avec des multiples partenaires et des conduites à risque, il faut le rappeler, donc sans préservatif, ça peut être vraiment dramatique, hein, avec des conséquences dramatiques. Absolument, absolument. Ou alors une libido proche du néant, vraiment pas du tout, pas d'appétit sexuel. Donc, ça peut être vraiment problématique de jongler avec ces deux cas de figure. Numéro un, comme tu dis, eh bien, c'est avant tout par rapport au couple, c'est la communication. Déjà, communiquer. Numéro un. De toute façon, dans n'importe quel trouble, voilà, c'est communiquer, parler sans tabou, sans jugement, sans critique. Et j'ai envie de dire également, par rapport à la personne qui, lui, n'a pas été victime, de poser son cadre. C'est-à-dire qu'elle peut dire aussi, il y a un cadre à respecter. Elle peut dire non, elle peut dire stop. C'est-à-dire que si la personne ne veut pas avoir une sexualité pendant des mois, la personne peut expliquer que c'est compliqué pour l'autre, par exemple. Donc,
communiquer, ne pas avoir de jugement. J'ai envie de dire se réapproprier également son corps en, pourquoi pas, prodiguant des massages. Oui. Ça aussi, ça compte. Sans pénétration, on peut commencer le sexe sans le sexe. C'est-à-dire se masser, aller au hammam, se mettre de la crème, d'accord? Tranquillement, tout dans la communication. Il y a également des jeux sexuels, des jeux de rôle, toujours sans pénétration qu'on peut faire, même dans la rigolade, rigoler, d'accord? Il y a également alors ça c'est après avis médical, on peut aussi prendre des aphrodisiaques. Il y a des aphrodisiaques qui fonctionnent, notamment donc le gongolili. Je ne sais pas si, Julia, tu connais le gongolili, pour la sécheresse notamment vaginale, qui vraiment fonctionne pas mal. Le bitter cola pour les hommes, qui donne de la vaillance aux hommes, ça fonctionne également. Également, avoir recours, alors tout dépend des croyances de chacun, mais avoir recours à la masturbation, déjà se réapproprier son orgasme, sa jouissance et le parti de son corps aussi. Oui. Donc, il y a beaucoup d'astuces et de jeux, et j'ai envie de dire, lâchez-vous, faites-vous confiance et partagez, et surtout communiquez avec son partenaire. Ouais. Je crois que c'est important ce que tu dis, que finalement, on réduit souvent la sexualité à la pénétration, à ce genre de choses. Je crois qu'un couple, c'est surtout, il ne peut pas vivre sans intimité, et c'est ça qui est le plus important, c'est l'intimité, l'échange, le partage. Tout à fait. Le jeu, finalement, ça voilà, et c'est là où il faut travailler, je pense, pour le couple. Ben, merci beaucoup pour ta réponse. Je rejoins tout à fait. Et on peut y arriver, on peut y arriver. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai pu constater, moi, dans ma pratique, que les victimes de violences, parfois, quand il y a de la dissociation, notamment, il y a parfois un comportement qui est assez déstabilisant avec les partenaires, qui est un jour, j'ai extrêmement envie que tu viennes vers moi et j'ai absolument besoin de toi. Et le lendemain, c'est un peu du rejet, je te repousse. Je ne sais pas si tu as constaté ça aussi, mais voilà, mais c'est quelque chose qui est très déstabilisant pour les partenaires. Et ils ont du mal parfois à se positionner, à dire est-ce que je dois être très présent, est-ce que je dois laisser la liberté? Qu'est-ce que tu conseilles toi dans ces cas-là? Là encore une fois, je vais dire le mot-clé, c'est-à-dire la communication. Ouais. Communiquer également son besoin, c'est-à-dire que la personne peut dire, vraiment je l'encourage à exprimer son besoin en disant moi j'ai besoin qu'un peu plus de constance, peut-être un peu plus de sérénité et que tu sois là plus souvent. Et c'est vrai, revenons sur les victimes de violences sexuelles, ça peut être compliqué pour elles d'être épanouies au sein d'une relation parce que par moments elles peuvent se sentir un petit peu prises au piège ou emprisonnées dans une relation. Elles ont besoin peut-être d'espace, mais là encore une fois, c'est la communication. Si les choses sont dites clairement, il n'y a pas de problème. Si la personne dit, voilà, aujourd'hui j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin d'aller me promener, de me balader toute seule, de réfléchir sur moi-même, de faire un point, ok, ça peut être entendable. Encore une fois, communiquer. Et j'ai envie de dire la patience, la communication, le partage. Oui. L'autre aussi. Et le temps. Absolument, tout à fait. Tout à fait. Oui. Mais l'autre a besoin aussi, l'autre peut exprimer son besoin également. Vraiment, il y a une réciprocité entre les deux et un couple, c'est également des compromis. Oui. Et je crois se rejoindre. Ouais. Je crois que c'est important aussi si ça devient trop lourd pour l'entourage, tu me diras ce que tu en penses, mais quand ça devient trop lourd pour les conjoints, pour les parents, d'aller aussi consulter parce que c'est important de pouvoir aider la victime, de soi-même aussi être aidé, parce que c'est quand même, comme tu disais, un traumatisme qui touche toute la famille, et c'est bien, voilà, on peut aider que quand on est plutôt bien soi-même, donc il faut un minimum pouvoir nous aussi vider le sac. Absolument, moi j'invite vraiment les victimes et les proches à aller en thérapie, comme tu dis, pour s'exprimer, partager, même
exprimer leur colère. On peut être en colère, on peut être énervé, on peut être agacé, les souffrances, la tristesse, beaucoup de choses peuvent arriver. Donc, effectivement, trouver un terrain neutre avec une personne, une thérapeute, alors c'est peut-être hypnothérapeute, sexothérapeute, un pédopsychiatre, un psychiatre, un psychologue, pour, comme tu dis, vider son sac et enfin, tout d'un coup, un peu se délester de toute cette souffrance. Ouais. Est-ce que pour terminer, tu aurais 2 mots importants à donner, voilà, aux proches des victimes qui, voilà, qui symboliseraient, cet accompagnement, ces 2 mots qui pour les aider? Oui, je vais redire encore la communication et j'ai envie de dire la patience. Communication, patience, ça prend du temps, ça va prendre du temps, mais ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine d'être accompagné, d'être aidé, de parler, de partager des choses. Le chemin peut être difficile, mais à la fin, lumineux. Eh bien, Vanessa, je te remercie beaucoup. Merci Donc, beaucoup, Julie. voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Voilà, si vous avez besoin de contacter Vanessa et qu'elle vous donne des contacts de thérapeutes qu'elle a spécifiquement formés. Pour ma part, je suis spécifiquement formée, je consulte en visio et à côté de Nice. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Merci beaucoup à toi pour toutes ces explications claires. Et je Merci vous beaucoup, Julia, avec plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. souhaite une excellente journée. Merci toi aussi. Au revoir, Julia. Au revoir. Au revoir.